Jusqu'au bout? D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de cette présentation. Et je voudrais remercier aussi M. Éloi et M. Angelaire, qu'on dit par ici, chez nous c'est Engelard, pour l'invitation à venir vous expliquer un tout petit peu ce que je fais. Mais avant d'aborder la conférence, je devrais quand même vous dire quelque chose qui va vous décevoir. Je ne parle pas le picard. Je comprends difficilement le picard. Tout ce que j'ai étudié, ce sont des textes écrits d'autrefois avec des particularismes picards. Mais c'est beaucoup plus facile à lire, finalement, si on sait donc déchiffrer les textes, c'est beaucoup plus facile à comprendre que le picard qu'on entend ici au théâtre des marionnettes. Donc, première déception pour vous. Oui, cela fait plus de 30 ans que j'étudie les moulins. Et le côté technique uniquement. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Simplement parce que j'ai découvert que la plupart des auteurs qui étudiaient la technique du moulin ne comprenaient pas du tout ce qu'ils écrivaient, ils copiaient simplement ce que leurs prédécesseurs avaient écrit. C'est très fréquent dans les livres techniques sur les moulins. Ensuite, ils étudiaient généralement un seul moulin, celui de leur paroisse ou celui de leur village, et ils en tiraient des conclusions. Alors j'ai décidé vraiment de recommencer à zéro. Et j'ai lu des milliers de contes, de devis et de prisées. Une prisée, c'est simplement le plus intéressant. C'est un texte qui analyse tous les détails du moulin et qui donne le prix. On faisait ça après un bail, ou au début d'un bail. Il y avait chaque fois une prisée. Ça se faisait pour les moulins, ça se faisait pour d'autres, pour les maisons, etc. Alors, j'avais le choix. Je pouvais vous parler du moulin ou je pouvais vous parler de la langue. Mais comme vous venez ici pour entendre surtout des détails sur la langue, j'ai décidé de mettre l'accent sur la langue. Et là, ce n'est pas une déception, je crois. Alors, je vais commencer par vous montrer l'aire géographique que j'ai étudiée. J'ai étudié d'abord la Flandre wallonne, ou la Flandre gallicante, comme on veut, c'est-à-dire l'île d'Ouai-Orchy. C'est la partie de la Flandre où on n'a jamais parlé le flamand. Ensuite, le cambrésis, le valenciennois et le bavésie. Je ne vais pas plus loin. Simplement pour des raisons pratiques, ça m'amènerait à faire le voyage à Amiens, aux archives d'Amiens, et je dois dire que les archives de Lille sont tellement riches que ça suffit pour une vie. Donc tous les contes des moulins qui appartenaient au duc de Bourgogne sont conservés à Lille. Alors là, on a un trésor, un pactole. J'ai étudié aussi la Flandre occidentale et la Flandre orientale, c'est-à-dire la partie de la Flandre qui se trouve à l'ouest de l'Escaut, parce qu'actuellement on appelle la Flandre toute la partie au nord de la Belgique, mais autrefois il y avait la Flandre et c'est là qu'on parlait le flamand. Puis il y avait la province actuelle d'Anvers et du Brabant flamand, on y parlait le brabançon, et il y avait encore le Limbourg où on parlait le limbourgeois. Ensuite, la Flandre française, là on parlait le flamand, et jusqu'à là, la rivière de là jusqu'à Gravelines. Et ensuite, la Flandre zélandaise, c'est la toute petite partie de la Flandre qui appartient aux Pays-Bas, mais qui est au sud de l'estuaire de l'Escaut. C'est vrai, c'est l'autre. Voilà. Dans la langue des contes que j'ai donc lus, nous avons 4 types de langues qui apparaissent. D'abord, il y a le flamand. Je ne vais pas vous embêter avec cela. Il y a aussi
le flamand donc est parlé, et on écrivait cela en Flandre occidentale, Flandre orientale et Flandre française. Ensuite, il y a une scripta française, c'est celle qu'on appelle la scripta franco-picarde, donc qui était celle des clercs qui transcrivaient les contes et qui est écrite donc avec une influence du flamand et en moindre mesure du picard. Je vais vous expliquer comment ça se fait qu'on trouve des textes pareils. Mais ensuite, en pays d'expression picarde, j'ai la scripta française, là, que j'ai dit, des clercs, teintée de picardisme, et la scripta des ouvriers, des artisans, qui est beaucoup plus picarde que tout le reste. Comment se fait-il qu'on ait des textes écrits en français provenant de la Flandre flamandophone? Encore un de ces termes qui n'existe pas, mais qui est facile d'emploi, flamandophone, hein, pourquoi pas. Cela vient du fait que les ducs de Bourgogne sont devenus comtes de Flandre. Philippe le Hardi, en 1384, a épousé la fille du comte de Flandre, Marguerite de Malle. Et au décès de leur papa, de son papa, il y a eu le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, et Marguerite de Flandre, de Malle, qui sont devenus comtes et comtesses de Flandre. Et Gand, la ville de Gand, qui est une ville rebelle, toujours elle a été rebelle, la ville de Gand, a immédiatement profité de cette succession pour se révolter. Ça a conduit à la bataille de Rozebeek, West-Rozebeek en fait, en Flandre occidentale, et pour mater cette rébellion et pour avoir un contrôle sur la Flandre flamandophone, le comte de Flandre, duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, instaure à Lille la Chambre des comptes et exige que tous les comptes soient rédigés en français. Vous vous rendez compte, imaginez que quelqu'un actuellement vous oblige à traduire toutes les factures des garages dans une langue qui n'est pas la vôtre. Alors, ça a été... il y en a qui disent, voilà, c'est la première brimade pour les Flamands, etc., etc. Non, non. C'est simplement un état de choses, mais c'était quand même, pour les Flamands, c'était très dur de devoir le faire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé à la dernière duchesse de Bourgogne, comtesse de Flandre, c'est-à-dire Marie de Bourgogne, la pauvre, qui avait perdu son mari, et à Nancy, ils ont demandé dans le grand privilège de pouvoir à nouveau écrire leurs contes en flamand. Et ça a été accordé. Donc nous avons la période des ducs de Bourgogne où tous les contes devaient être rédigés, tous les textes d'ailleurs qui étaient pour la Chambre des comptes de Lille devaient être rédigés en français. Donc ici vous avez en 1369, voilà c'est le mariage, 1384, voilà ils deviennent comtes et comtesses de Flandre, rébellion des Gantois, et 1386, 2 ans après, institution de la Chambre des comptes. La première chose que je vais vous montrer, donc, c'est la scripta des flamandophones, mais la scripta française. Ils devaient écrire des textes en français. Tenez-vous bien, vous allez être confrontés à des textes très étranges. Pour commencer, on voit ici Audi Wattier-Patin pour faire et écrire ce conte, translaté en français et mettre en parchemin 10 livres nouvelles monnaies. Une somme folle. Mais il dit bien pour translater, c'est-à-dire traduire. Vous voyez, ça coûtait une fortune. Ce n'est pas uniquement donc, de transcrire le conte, c'est aussi de payer la traduction de ce conte. Alors, voilà, il y en a un ici qui est très sincère et qui écrit ceci. Les charpentiers, ça vient donc de 1428, vous le voyez en bas, donc de Opwijk, qui est donc en Flandre orientale. Les charpentiers, ci-après dénommés, ont ouvré
travailler donc, et charpenter aux 10 moulins les dites manières d'ouvrage qu'on ne sait proprement nommer en français. Vous voyez le ne, il suffit en ancien français à mettre la négation. Car le dit Hector, ni les autres charpentiers d'Ilec ne savent nommer en français communément ni les engins qui compètent et sortissent aux 10 moulins. Vous voyez, il a fait un effort, le pauvre. Il a fait une enquête, il a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait les noms de tout ça en français. C'est à savoir. Et là, il va commencer par les noms qu'il connaît. Planche, plate, plate c'est des planches aussi, mais plus épaisses. Plate, aisselle de seau, les aisselles c'est des bardeaux. Aisselle, petite planchette. Les circonférences des roues et autres charpentages que le dit Hector ni les autres charpentiers ne savent nommer en français, dont il y a en flamand Velgen, Beuter and Binnenarmen, Alpen, Treme, Bakken et autres choses. Alors voyons un tout petit peu en vitesse ce que c'est. Velgen, c'est les jantes de la roue, c'est-à-dire donc la circonférence de la roue. Ce sont des velgen. Beuter and Binnenarmen, ce sont les bras de la roue qui étaient à l'intérieur ou à l'extérieur, donc vers le moulin où c'était un roue à eau, donc une roue hydraulique. Et à cette époque, les 4 bras, enfin 2 si vous voulez, traversaient l'arbre moteur. Maintenant ils sont embrassants, donc, mais ils traversaient et il y en avait un qui était éloigné du moulin, il y en avait un qui était plus près du moulin. C'est les Beuter and Binnenarmen. Donc, Treme, c'est la trémie, c'est-à-dire le bac pyramidal. Vous voyez, il ne sait pas le nom français, mais le nom en français est presque identique au mot flamand, treme, trémie. Bakken, ça c'est le comble. Ce sont des bacs, n'importe lequel. Des bacs et autre chose. Voilà, hop. Il y en a qui vont plus loin. Au dit maître Guillaume, lequel fit ordonna de son métier de carpentage. Tiens, ici, celui-là a des influences picardes. Carpentage. L'autre avait mis charpentage. Un nouvel kerlest. La dite vergue mit ins et escuté derrière le as, fait une nouvelle trémie, un nouvel grandbac, fait un nouvel trémie-baume, fait une nouvelle haute, mis une nouvelle bosse, nouveaux rebes avec un nouveau stelken, et sur ce fait, etc., etc. C'est tout plein de mots flamands. Oui. Il n'a même pas fait l'effort d'essayer de traduire, parce qu'il y en a là-dedans qui sont très simples. J'avais donc indiqué un peu ce que c'était le kerlest, là. Je vais vous montrer ce que c'est. Il met là, le premier c'est kerlest. C'est ça. Attendez, c'est ici. C'est la chantignole. Vous le voyez, c'est une cale qui retient. Attendez, voilà. Ah, on ne voit pas. Ah, ici. Ça, c'est la kerlest, c'est-à-dire, vous avez une tête de l'arbre moteur du moulin à vent en bois et les 2 verges, on appelle ça les verges des volants du moulin, traversent, il y en a aussi une devant l'autre, donc traversent la tête et doivent être calés en partie. Ah, ici, ça ne tient pas? Ah oui. En partie par des coins qu'on enfonce et qu'on cale par une traverse, en partie par la chantignole. D'accord? Pour que ça ne... Parce que c'est le mouvement du moulin, c'est des secousses, je vous assure. Si vous avez l'occasion de voir un moulin en bois qui travaille, ça vaut la peine de monter à l'intérieur. C'est comme dans un bateau. On est secoué dans tous les sens. Ça, c'est mais je ne vais pas vous indiquer tous les autres mots, ce que c'est. Ici, vous avez la trémie. J'ai voulu vous montrer la trémie ici, c'est ça. Ça, c'est la trémie. Et il y avait aussi, par exemple, les trémie-baumes, c'est-à-dire l'arbre de la trémie, c'est ça. Qu'on appelle en français le trémion. C'est ce qui supporte la trémie. C'est là qu'on versait le grain qui alors tombait par un petit bac ici, le baquet qu'on disait dans les anciens textes, dans l'œillard de la meule à l'intérieur et qui par la force centrifuge était donc moulu. Voilà. Le comble de la paresse figure ici. Je vous laisse lire.
il y a 3 mots ou 4 mots français. Tout le reste est en flamand. Meester, maître. Laurence Dullard. Pour certains, carpentage. Ah, gedaan te Zaflaar om de voorzee te mullen. Pour un certain carpentage, fait gedaan à Zaflaar pour le moulin susdit. 3 livres parisis. Heureusement, ça ne passerait pas à la Chambre des comptes de Lille. C'était l'abbaye Saint-Pierre à Gand, et là, ça passait. Mais c'est le comble de la paresse. Hein. Celui-là n'a pas fait un effort. Hein. Alors, je continue. Ici, c'est très intéressant. Il y a un receveur, un seul, dans tout le domaine flamand, qui ne savait pas le français. Mais pas du tout, le pauvre. Et il l'a écrit. Il l'a écrit en flamand, et la traduction, ça vaut la peine qu'on la lise, bien que depuis longtemps, on ait eu l'habitude de rédiger les comptes du domaine de Bailleul en français. Vous voyez, en plus, c'est une commune française. C'est le seul qui n'a pas réussi à écrire en français. En français, il faut savoir que ce compte-ci est écrit en flamand. Et ce, par consentement du président et des membres de la Chambre des comptes de notre très redouté seigneur à Lille, qui ont pris en considération le fait que le susnommé Pierre receveur ne comprend guère, voire pas du tout, le français. L'année d'après, il était remplacé. Oui. Remarquez qu'il ne dit pas de Franse-taal. Il dit in Waalske taal. C'est la langue wallonne. En fait, Waalske, c'est-à-dire de la Gaule, en fait. Hein, c'est ça. Et il ne dit pas le flamand. Ah non, il ne dit pas. Non, parce qu'on trouve souvent Ditch pour le flamand, hein, qui est très proche du Deutsch. Alors, maintenant on peut se demander qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens, pour écrire en français. Et voilà. D'abord, j'ai l'introduction du mot flamand, je l'ai montré assez pour ne pas y revenir. Ensuite, il y a la graphie à la française, ça c'est intéressant. Ils ont essayé de franciser les mots flamands. J'ai donné 3 exemples assez évidents. Le premier, c'est un strop, c'est-à-dire un lacet. Donc, c'est une pièce de fer qu'on serre autour d'un carcan, en fait, autour d'une pièce de bois qui risque de se fendre. C'est un strop. Eh bien, on en a fait une estrope. Et estrope est typiquement picard avec ce E qu'on met devant, le E prosthétique, qu'on trouve finalement un peu partout, vous savez, pas uniquement devant S plus consonne en picard. J'ai des E pinces, des E pinces avec un E prosthétique devant le mot pince, des E tenailles, oui, ben, on le met un peu partout. Alors, deuxièmement, ça c'est très beau. Ça c'est un élément qu'on ne trouve plus de cette manière-là sur les moulins actuels en Flandre, c'est ce qu'on nomme en flamand schaargewand. Traduit à la lettre, ça signifie schaar, ciseaux, au pluriel, des ciseaux, une paire de ciseaux. Schaargewand, outil, engin. Schaargewand, c'est-à-dire un engin en forme de ciseaux. Je vais d'abord vous montrer ce que c'est. Sur un moulin frison, on a encore ce système-là. C'est 2 leviers, et l'un se soulève lorsque l'autre s'abaisse, et c'est un système qui permet de soulever la meule supérieure pour l'écarter de la meule inférieure. Vous savez bien, dans un moulin, la meule inférieure est fixe, la meule supérieure est la seule qui tourne. Alors, pour avoir, par exemple, si le grain est humide, il va coller dans les rayures, eh bien, il faut soulever un tout petit peu cette meule. Et il y a des leviers pour faire ça, parce qu'une meule, ça pèse 2 tonnes. À cette époque, c'était des meules d'1,80 m. Monolithes. Actuellement, on fait des meules assemblage de petites pierres, mais à cette époque, c'était des monolithes. Donc, imaginez, il faut des leviers. Et c'est ça, vous voyez, ça fonctionne ici comme des ciseaux. À droite, vous voyez, l'un s'abaisse, l'autre se soulève. Ça, c'est donc, eh bien, scar, ça s'appelait, je ne reviens pas en arrière maintenant, qu'est-ce que c'est? Ah non, attendez, il doit y avoir, ouais. Non, oh là là, est-ce que, ah, c'est ici, non, non,
Non, non, oh, je continue. Ah, ah. Si. Ah, oui. Non, 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 non. Oh, je continue, hein, Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui s'y connaît pour aller... Tantôt, on a réussi à revenir en arrière. L'arrière. Ah, ah, ah. Voilà, voilà, voilà. Encore une, encore une. Qu'est-ce que je fais? Je pousse sur... Arrière, avant. Ah, les deux. Voilà, arrière. Ah, je fais c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Ah, voilà, voilà. Merci beaucoup. Vous voyez la technique. C'est plus facile de lire des textes anciens que de savoir la technique actuelle. C'est Schargewand. Mais regardez un tout petit peu ce qu'il écrit. Pour avoir rassis l'escargevent. Magnifique, hein, ce terme. Mais vous voyez, si vous ne savez pas le flamand, vous serez confronté à un terme qui se trouve dans aucun dictionnaire. Avec tous les problèmes que cela comportera. Escargevent, prosthétique. Ensuite, le gewand, le flamand est devenu un vent, et le W est devenu un V. Escargevent. Le troisième exemple, c'est un verbe amusant que j'ai trouvé avant-hier. Je l'ai ajouté en vitesse. C'est le verbe metsoni. Maçonnie. En flamand, on dit metsen. Il en a fait metsoni. La moitié est français, la moitié est flamand. Alors, il y a aussi des traductions erronées et qui ont induit des chercheurs en erreur. Et là, je dois dire que moi aussi, j'ai peiné sur ces mots. Je vous donne 3 exemples qui valent la peine. Le deuxième est facile, mais le premier, sapin. C'est très étrange. On trouve des sapins en Flandre, flamandophone, mais aucun sapin dans les moulins en Flandre d'expression, en Picardie d'expression picarde. Aucun. Pourquoi? Parce que sapin, ce n'est pas le sapin. C'est une mauvaise traduction du mot spar, qui en néerlandais a 2 sens. Sapin et perche en bois. Mais le pauvre a traduit simplement spar par sapin. Et j'ai un collègue qui a écrit un article de 5 pages sur l'emploi du sapin dans les moulins au Moyen-Âge. Voilà où nous en sommes. Voilà. Le deuxième, c'est encore plus amusant, c'est des bandes à vent. Il faut savoir que... Qu'est-ce que c'est qu'une bande à vent? C'est simplement ce qu'on nomme en néerlandais un windband. Parce que wenden, ça veut dire entourer autour d'un objet. Mais ça veut aussi dire des vents. Alors, il a simplement mal traduit des bandes en métal. On appelait ça en picard des mollebandes. On entourait ça autour de l'objet, hein, et on clouait pour maintenir donc quelque chose qui risquait de se fendre ou pour faire une liaison entre 2 pièces. Donc, windband. Et la troisième, ça c'est très amusant. On trouve partout, mais partout en Flandre, la traduction d'un certain mot, c'est dans les ailes du moulin, il y a le lati, c'est-à-dire donc les échelons qui sont donc l'un en dessous de l'autre, reliés alors par ce qu'on appelait des coterets. Mais les échelons, ou les barreaux, donc, on les traduit par des gaines. En Flandre, partout. On trouve ça à partir donc de la frontière ici près de Lille jusqu'à l'embouchure de l'Escaut. Des gaines. La gaine, donc, c'est la traduction du flamand schede. Et schede, ça signifie, ça vient du verbe scheiden, c'est-à-dire séparer. Pourquoi? Parce que c'était fait avec du bois fondu. On fendait le bois et on séparait. Mais alors, quel est le rapport avec une gaine? Gaine, ça vient de vagina. Quel est le rapport? Eh bien non. Les Romains avaient des fourreaux pour leur... pas des épées... Les glaives. Les glaives. Oh, vous voyez à mon âge. Pour leurs glaives, donc, hein, ils avaient des fourreaux. Et ce fourreau se composait de 2 petites planches
qu'on reliait avec du cuir. Et voilà pourquoi on l'appelait ça en flamand des scheden. C'était des planchettes qui servaient. Mais vous voyez, en Flandre, on a pris ça comme le mot, voilà, qui signifiait, qui venait du latin, vagina, et on a mis partout des gaines ou des veines. Donc 50 gaines appelés scheden, celui-là, voilà. Il sait qu'il y a peut-être un problème. Il ajoute donc 50 gaines appelés scheden et 25 zoomen, c'est-à-dire zoom, c'est-à-dire les coterets, mis aux verges du moulin. Et l'autre à Hasdonk, c'est toutes deux communes qui se trouvent près d'Anvers, mais en Flandre orientale. À lui acheter skede, appelé Wein, il est plus picard celui-là, il emploie encore le W, et dit zoom. Voilà. Nous abandonnons maintenant le flamand et nous arrivons à la scripta franco-picarde des clercs. Oui, attention, ce que j'ai lu, ce n'est donc pas du picard. Non, les clercs qui allaient à l'école et qui savaient écrire et qui rédigeaient leurs comptes, ils étaient instruits. C'est de là d'ailleurs que vient ce terme clerc, qu'on trouve encore, par exemple, dans La Fontaine. Un clerc quelque peu, c'était celui qui était lettré. Il emploie le mot clerc, c'était celui qui était lettré. Maintenant, c'est celui qui est le notaire, qui sait écrire, mais à cette époque-là aussi, c'était ça, le clerc. Eh bien, les clercs qui allaient à l'école étudiaient donc une langue qui venait, disons, qui était influencée par la langue qui venait de Paris, la langue des rois, comme dit, je crois que... j'oublie toujours le nom, attendez, parce que je sais que M. Éloi il tient à ça, hein. Je l'ai noté ici, la script, c'est Lusignan, voilà, excusez-moi. Donc, la langue des rois, mais teintée de picardisme. Lorsque nous sommes confrontés, par exemple, avec des textes flamands de l'époque, c'est très difficile de lire, par exemple, les textes brabançons. J'ai essayé de les comprendre et j'ai toutes les peines du monde. Parce que là, c'est très proche du dialecte. Et comme mon dialecte est le courtésien, c'est-à-dire le flamand occidental, je comprends tous les textes qui viennent de là. Mais si on va dans le brabançon ou dans le limbourgeois, c'est beaucoup plus difficile. Vous n'avez pas ça en France. Vous lisez sans problème Chrétien de Troyes, bien qu'il soit champenois. Vous lisez sans problème Marie de France, bien qu'elle soit normande. Aucun problème avec ça, parce qu'ils écrivaient une langue commune, mais teintée, ici pour le nord, de picardisme. Et nous allons donc voir un tout petit peu. Mais le problème avec cela, c'est que ces clercs, ils connaissaient bien le français, mais ils ne connaissaient pas les termes techniques. Les seuls qui employaient ces termes techniques, c'était les artisans, les meuniers, les forgerons, les charpentiers. Ils connaissaient donc les termes techniques, mais à force de les employer, eux ne savaient pas l'étymologie. Eh bien, ces termes ont évolué à un rythme fou. Et je vais vous donner quelques exemples. Le corps du moulin, l'arbre, poussenier et les entrebuts. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, un poussenier? Vous ne trouverez ça dans aucun dictionnaire, même en cherchant partout dans la lettre P. Une feste, c'est-à-dire le fêtage du toit, et une surfaite. Ça n'existe pas une surfaite. Il n'y a pas de poutre au-dessus du fêtage. Il n'y en a pas, c'est le sommet du toit. Mais il y a pourtant une surfaite ici. 4 ventrières et 6 surchevrons. Parce qu'en Picard, on disait fréquemment cheviron que viron. C'est des surchevirons. Le chevron est à l'extérieur, il n'y en a pas qui sont au-dessus. Enfin. 8 bandes à loyer, les roues et les roues du dit moulin, 2 fois le même mot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les draps des 4 volants qu'il fera rougir au beau lustre et à l'huile. Au beau lustre. On verra. Ne vous en faites pas, l'énigme sera résolue. Pour avoir couvert le dit moulin des scanles de Danemark. Oui, le bois venait du Danemark. Non, je vous dis immédiatement, c'est le
type qui avait écrit son article de 5 pages, qui associe ça encore à son sapin, hein, et finalement, il n'y a rien de vrai dans tout son article. Voyons maintenant d'où viennent les mots. D'abord, le poussinier. Eh bien, il y a une poutre dans le moulin qui est très importante, c'est celle-ci. C'est une poutre transversale qui repose sur les deux montants derrière le moulin, parce que, attention, dans le vocabulaire du moulin, l'avant, c'est la porte d'entrée, avec l'échelle. L'arrière, c'est le côté des ailes. Ne confondez pas, vous lisez des textes d'autrefois. Alors, vous avez cette poutre-ci, c'est ce qu'on appelle maintenant le joug. J-O-U-G. C'est-à-dire le sommier du marbre. Sur ce joug repose une pierre de Tournai, généralement un marbre. Et ce marbre, c'est sur ce marbre qui est creusé, donc, que tourne le collet de l'arbre moteur, vous voyez, qui est bardé de fer. C'est comme ça. Par derrière, il y en a aussi un collet ici. Il y en a un là, et c'est toujours sur du marbre que ça tourne. Ça, c'est donc le poussinier. D'où vient ce terme poussinier? Il vient de... Heureusement que j'ai étudié mon vocabulaire, que j'ai fait 5 ans d'abord, jusqu'en 1500. Parce que j'ai trouvé le terme exact là. Et alors, j'ai pu identifier les autres par rapport à ceux-là. Eh bien, ça vient du bauch-agné. Bauch, B-A-U-C-H, c'est une poutre. Bauch, balk, en irlandais, en flamand. Bauch, un mot germanique. Et agné vient probablement de la bête de l'âne qui porte, un sommier, une bête de somme. Bauch-agné, celui qui porte. Alors, voilà, on va maintenant voir l'évolution du mot. Le bauch-agné, sur quoi le dit marbrel sied. Il n'y a rien de plus clair. Le bauch-agnel, sur quoi le dit marbrel. Le marbrel, c'est le marbreau, donc la pierre de marbre sied. 1462. Merci au scribe de Bézieux. C'est clair. Pour le bois du dit bauch-aigné, il y a déjà un peu bauch-aigné, de 13 pouces et de 14 et 12 pieds de long. 1534. Toute la cape du dit, la cape c'est la toiture, à savoir 2 trattes, beau-gagné, beau-palier. Là c'est encore le beau-palier, c'est, on ne le voit plus, mais c'est une autre poutre dans laquelle tourne le fer de meule, le beau-palier. Il faut renouveler un beau-chiné. Retrouver un nier là-dedans, c'est déjà plus compliqué. Un beau genier, avec un J. 8 étriers, étrieux, servant au bougonnier. Faut 2 étriers de fer pour retenir le pochinet. Là, pour la première fois, le B est devenu un P. Pour avoir travaillé à faire de fenêtres et un oc, une moutière, sur le pouchinier. Le corps du moulin, l'arbre, pouchinier, les entrebuts. Vous voyez comment on passe d'un terme à l'autre, mais c'est pas fini. Il y en a aussi qui n'ont plus compris du tout et qui, au lieu de mettre beau, qu'on ne connaissait plus à cette époque, ils ont mis bosse, le bois. Alors, fait tout de neuf un bosse-agné. Et 2 bracons dessous, etc. 6 étriers tenant au bois chinet. Et alors, le bois signé même. Et alors, le comble, c'est qu'on ne comprenait plus du tout, et on a mis le bois bachinet. Le bois bachinet. Et le bois bossinet. Alors, voilà, je vais vous montrer simplement, c'est le terme qui a évolué le plus. Ça vaut la peine de voir ça. Et vous comprenez que quelqu'un qui étudie un seul moulin de sa paroisse tombera sur ce mot et ne pourra pas le retrouver. Il faut partir de zéro pour voir ce que c'est.
Et là, je dois dire que j'ai travaillé plus de 5 mois pour arriver à cette conclusion. C'est que dans les comptes, on confond sous et sur. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Je vous donne quelques exemples. On parle de sur-chevron, c'est-à-dire un chevron supérieur, sur-chevron, mais dans un autre compte, on parle de sous-chevron. On parle d'une surfaite, mais il n'y a pas de sous-faite ici, mais ensuite des sous-trates, et dans l'autre compte, c'est des sustrates. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a confondu ces mots. Alors, pour commencer, nous prendrons ici, je vais vous montrer, voilà. Qu'est-ce que c'est que le sous-chevron? Bien, c'est très logique, mais il fallait y penser, et on n'y pense pas quand on voit le terme sur-chevron. C'est ici, le 4, c'est-à-dire l'arbalétrier. Il se trouve sous le chevron. Et là, le jour où je me suis rendu compte que sur était sous, tout s'est éclairci. Mais c'est vrai, là, j'ai d'abord hésité en disant c'est quand même incroyable qu'on confonde sur et sous. Eh bien, c'est l'arbalétrier qui se trouve, oui, ici, ça c'est un jambe de force, alors que là, c'est donc avec un simple entrée, c'est différent, mais ça reste ici, il y a l'arbalétrier, et là aussi. Il se trouve sous le chevron. Deuxièmement, vous avez ici le faîtage qui se trouve ici. Oui, naturellement, ici, on ne voit que l'extrémité du faîtage. Et ici, vous avez une poutre qui est le sous-faîtage. Et surfaite n'existe pas. C'est des sous-faîtages. Mais vous voyez, ça devient très simple par après. Mais au début, on classe les mots, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai étudié, ce dessin est usé à force d'être étudié. Ensuite, il y a encore, je reviens en arrière, les sous-trates, je viens aux trates. Voilà, les deux trates, ou strates, de 18 pieds, c'est le dernier texte, de 18 pieds de longueur sur 13 et 11 pouces, les deux sous-strates de 13 pieds de longueur et de 9 pouces carrés. Ensuite, les deux strates de bois vieux de 19 pieds de long, de 12 et 13 pouces carrés, et les deux substrates de bois neuf. Vous voyez les dimensions, 14 pieds, sont les mêmes à peu près pour la substrate et pour la sous-trate. Eh bien, qu'est-ce que c'est que les trates? Ce sont deux poutres qui maintiennent par en bas toute la cage. Vous avez ici donc le maître sommier, c'est autour de lui qu'on construit la cage du moulin sur pivot, la cage orientable. Alors, pour maintenir par en bas, il y a les deux trates qui relient les deux parois latérales. Donc, oui. Alors là, non, pardon, les parois de devant et de derrière, pardon, c'est profond, je me suis trompé là. Et vous avez ici les deux petites trates qui sont des sur-trates et pas des sous-trates. Parce qu'en dessous des trates, il n'y a rien que la chaise, qu'on appelle la chaise. Mais ici, donc, ça c'est la chaise ici, donc vous voyez, pour que le moulin ne s'affaisse pas complètement, il y a donc une chaise là. Mais les trates, c'est ça, et les sur-trates, c'est ça. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas appelé ça sous-trates parce qu'elles sont plus petites? Bon, c'est quand même un peu étrange qu'on aurait appelé ça. Ben, je ne crois pas, parce que, regardez, ce n'est pas uniquement par le préfixe qu'on s'est trompé, mais aussi par la préposition et par l'adverbe. 4 faux liens. Je vous montre d'abord ce que c'est que le faux lien. Le faux lien, ça c'est un tableau donc de Bruegel, un des fils de Jan Bruegel ancien. Ici vous avez les faux liens. Ce sont donc, lorsqu'on a inventé le piédestal du moulin, on a eu peur que ce moulin
donc ne tombe ou ne penche, et on a ajouté donc encore des liens qui allaient jusqu'au sol. Et on les appelait des faux liens. En néerlandais, leugenschorn, c'est-à-dire des étançons mensongers, littéralement. Donc, on a ici les deux faux liens. Et qu'est-ce qu'il dit? Je reviens, maintenant je sais revenir en arrière. Ouais. Ah non, c'est là, oui. Oui. Voilà. 4 faux liens et les flaques, c'est-à-dire des petites planches de bois, et les flaques par-dessous. Oui, c'est clair. Pour que ça ne s'enfonce pas en terre, on met des planches sous le faux lien. Les 4 faux liens et les flaques par-dessous, oui, tout ça. Et puis il y en a qui mettent les 4 faux liens et les flaques au-dessus. 2 faux liens et les flaques par-dessus. 2 faux liens et les flaques par-dessus. Mais vous voyez là aussi confusion, dessous, dessus. Ensuite, c'est encore un texte ici. C'est le dernier. Les sutrates et les surtrates. Ah oui, celui-là on l'a vu. Ah oui, par exemple, à 6 juin, en 1779. J'allais dire 79, oui. Les deux versions de la même prisée donnent respectivement au-dessous du moulin trouvé Simolbande et l'autre version, l'autre clerc qui a transcrit, au-dessus du moulin trouvé Simolbande. La preuve est fournie qu'à cette époque, on confondait complètement sur et sous. Dans tous les cas, préfixe, et jusqu'à présent, je n'ai trouvé personne qui ait découvert ça. Et dans tous les livres techniques, on essaie d'expliquer ce que c'est que cette soutrate. Non, c'est simplement des erreurs. Des erreurs commises par des scribes qui ne savaient pas comment un moulin fonctionnait. Je vais aller en vitesse. Pour les roues et les roues, voilà, je vais simplement vous montrer. Dans un moulin à eau, il y a 2 roues principales et un petit rouet. Les 2 roues principales, c'est d'abord ici. Ça, c'est le plus ancien dessin que nous connaissions d'un moulin de chez nous, donc à roue à aube. Hein. Alors, ça, c'est la roue hydraulique, la roue motrice, qui est mise en mouvement par l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle le rouet, qui se trouve aussi dans un moulin à vent, et qui transmet sa rotation alors à la lanterne, qui est une roue étrange composée de 2 plateaux reliés par des fuseaux, dans lesquels tournent les aluchons. Les aluchons, c'est le terme technique pour des dents en bois. Alors, il y a 2 roues. Et c'est très facile de les distinguer. On appelait ça la roue, on appelait ça le rouet, et on appelait ça la petite roue, autrefois, parce que le terme lanterne n'est apparu que plus tard. Alors, voyons un peu l'évolution. Pour revêtir la roue du moulin et rencocher le rouet, de nouveau poigneux. Le poigneux, c'est les aluchons, les dents. Donc, comme peigne, ça vient de la même idée que le peigne, poigneux. Relier donc le rouge, comment faut-il prononcer? Je ne sais pas, c'est la roue motrice et le roue. Il fait une distinction, le scribe. L'un, il l'écrit avec un S et l'autre avec un T. Mais donc, le rouge, là, c'est la roue motrice, la roue, et l'autre, c'est le rouet. Et comme en picard, l'article féminin, l'article défini est le aussi, nous avons toutes les peines du monde à savoir si c'est la roue ou le rouet. Mais ici, il fait une distinction. Un des deux, c'est le rouet et l'autre, et je peux dire avec certitude que c'est la roue motrice, parce que dans le même conte, il parle de la roue motrice en mettant chaque fois un S. Voilà. Ensuite, un peu plus loin, je saute. Et oui, il dit pour chacune journée Dio, c'est eux, 2, les charpentiers, de qui scièrent, soyèrent, reus et reus, là, 8 S, 8 sous, 6 deniers, si furent au soyer le crombois des dites reus.
deux féminins donc. Ils ont deux roues. Eh bien oui, ils sont deux roues parce que, regardez un peu l'avant-dernier, restreindre reuse et reuse. Eh bien on a deux fois le même mot. Mais si on fait un dictionnaire, où faut-il classer ces mots? Je ne sais même pas comment il faut les prononcer. 8 bandes alliées, les reuses et les reuses, deux fois avec Z. Et alors, il y en a même un qui fait l'inverse. Pour faire émettre 9 aue, des aue, c'est des aubes. C'est-à-dire les planchettes qui sont mues par l'eau qui coule, les aubes, autour du rouet. Et ben voilà, le terme rouet est maintenant devenu la roue motrice. Mais l'autre roue est aussi un rouet. Et pour mettre 48 quevilles, les chevilles, c'est-à-dire les aluchons, au rouet qui est dedans le moulin. Ah, il a ajouté qui est dedans le moulin, parce que là, ça devient un peu confus. Vous voyez, ils sont conscients probablement des difficultés qu'ils créent, mais ils ne savent pas comment en sortir. Je veux simplement vous montrer un folio, un petit folio en 1480, le folio 49 des Comptes du domaine de Valenciennes. Eh bien, regardez un peu, parce que je ne vais pas le lire, je ne sais pas comment il faut le prononcer, tout ça. Il y a les deux roues, mais regardez un peu le nombre de graphies qu'il y a pour indiquer les deux roues. Et c'est un seul folio. Je n'exagère pas. Je n'ai pas triché. Et il y a une difficulté supplémentaire, je le mets ici, l'identité graphique entre l'article défini masculin et féminin, le, nous cache très souvent le genre du mot. S'agit-il par exemple d'un rouet de dehors ou d'une roue de dehors dans l'énumération suivante? On ne le sait pas. Voilà. Alors, si on fait un dictionnaire avec le terme roue, etc., nous ne savons pas où il faut classer toutes ces formes. Mais ce qui est le plus amusant de tout, lorsqu'on lit les textes de cette époque, d'avant 1800, je me suis arrêté en 1800, parce que le moulin a tellement évolué, c'est devenu alors un moulin à vapeur, un moulin électrique, etc. Je me suis toujours arrêté en 1800, l'ancien régime, disons. Alors, c'est des hypercorrections. Qu'est-ce que c'est qu'une hypercorrection? C'est le scribe qui croit écrire correctement et qui se trompe. Mais il y a une raison. Il y a toujours une raison à sa correction. C'est aussi de cette manière-là qu'on a compris beaucoup de textes romains sur les inscriptions, parce que ces gens-là, ils taillaient dans la pierre ce qu'on leur donnait à tailler, mais ils se trompaient aussi. Parfois, ils corrigeaient eux-mêmes, et il y a parfois des hypercorrections, même en latin. Et ici, ce sont des hypercorrections, par exemple, l'archure. L'archure, c'est le grand tonneau en bois qui entoure les meules, contre lesquels, donc, puisque la farine, une fois que le grain est moulu, la farine ne peut pas s'échapper dans le moulin et doit être conduite dans ce qu'on appelle l'anche, la gouttière, donc vers l'étage inférieur pour être recueillie dans un bac. Alors, ici, ça s'appelle l'archure, ça vient de arc, ça fait un tour, l'archure. Mais le type, à Audruic, il y a Polinkov, mais je vous dis, c'est le même scribe. On le voit très nettement à son écriture. Eh bien, il met l'arcuve. C'est joli, hein? C'est un mot qui n'existe pas, mais voilà, c'est une cuve. Alors, voilà, mettons une arcuve. Deuxième, c'est aussi assez joli. Un bâtard, en ancien français, c'est une digue artificielle, un barrage artificiel et temporaire. Donc, lorsqu'on devait travailler au moulin à eau, on barrait le cours d'eau, on faisait couler l'eau par un faux canal qu'on disait, hop, et on mettait à sec. Et ce qu'on construisait, avec des claies, de la terre, etc., c'était un bâtard, et quand c'était un petit, c'était un bâtardeau, un bâtardel. Ben, il y en a un qui écrit qu'on a fait un bâtard de eau. C'est une belle correction. Mais c'est un bâtardel, c'est un petit bâtard. Mais le bolus, ça c'est superbe. Le bolus, c'est une composition avec de l'argile rouge qu'on frotte sur les ailes, sur les voiles des ailes, pour les imperméabiliser.
on appelait ça le bolus. Et il y en a un qui n'a pas compris le mot, et il en a fait le beau lustre. C'est joli, hein, beau lustre. Les 4 volants qu'il fera rougir au beau lustre. Et c'est la raison pour laquelle les voiles des moulins sont généralement rouges. C'est une teinture à base d'argile qui imperméabilise donc complètement les voiles. Oui, le dernier, ça nous mènerait trop loin parce que je voudrais quand même encore vous indiquer certaines choses. Le bois de Danemark. C'est quand même très joli aussi, ce bois de Danemark qui a induit mon collègue avec son article là en erreur parce qu'il croit que du Danemark, si ça vient du Danemark, c'est du bois de sapin. Voilà. Eh bien, quelqu'un a écrit en 1388 pour avoir couvert le 10 moulins d'Esquel ou d'Escanle, on ne sait pas toujours, de Danemark, c'est-à-dire des planchettes, des bardeaux de Danemark. Voilà, oui. Item doit le 10 moulins être couvert aux côtés et dessus de bonnes aisselles de Danemark entière, appelées en flamand, retenez ça, Wagerskot ou Tinvoethout. Donc en flamand, Wagerskot. Oui. Il y en a un qui hésite et qui met autre chose. Couvrir et enclore derrière contre les voiles de entier bois Danemark. Là, le 2 est devenu une préposition Danemark. C'est déjà plus le Danemark. Il y a déjà autre chose, hein, il faut faire attention. Et du côté devant, les degrés d'aisselle Danemark fendu en 2. Qu'est-ce que c'est que ce Danemark alors? Continue. Recouvrir le 10 moulins de bonnes aisselles. Tiens, ça change. C'est de Allemarche. Maintenant, je fais le chemin arrière. Vous voyez, l'autre fois avec Beauc-Agnier, je vous ai montré jusqu'où on arrivait. Maintenant, je pars de ce Danemark pour dire d'où ça vient. Des aisselles d'Almarche. 2 ais d'Almarche appelés en flamand Tinvoethout. Nous y sommes à nouveau à notre Tinvoethout ou Wagerskot là. 6 pièces de bois d'Allemagne. Là c'est clair. Maintenant c'est des bois d'Allemagne. On se rapproche. Appelés Tinvoethout. C'est le même bois. Pour avoir acheté cette pièce de bois de la Marche. Et là nous y sommes. Qu'est-ce que c'était qu'une marche? C'est toujours une région frontalière où on mettait un marquis. Donc, pour garder la frontière. Il y avait donc le Danemark qui était au nord du pays saxon. Là. Il y avait d'autres marches en Italie. Il y a aussi les marqués des régions frontalières. Et voyons un peu plus loin. Il faut voir aussi comment on nommait le bois de couverture, parce que vous avez vu, c'est toujours le bois de couverture du moulin. Alors, en quoi couvrait-on le moulin? Ce bois de Danemark, qu'est-ce que c'est? Et pour le savoir, j'ai été voir les contes flamands, rédigés en flamand. Ils mettent 100 spiersgeberder om de meulen van Denderhoutem achter en boven al nieuws met te verdekken. C'est-à-dire 100 planches de spier, Speyer en allemand. C'est une ville sur le Rhin, dans le Rhénanie-Palatinat, Speyer. Ce serait ça? Pourquoi est-ce qu'ils mettraient spiersgeberder? C'est-à-dire des bois de spier, Speyer en allemand. Om met 10 spiersgeberder, daar de schelde en de wurst mee te verdekt was, pour 10 planches de spier, à nouveau, dont la croupe et la toiture ont été couvertes. Qu'est-ce qu'ils mettent les dictionnaires du XVIe? Il y en a 2 très intéressants. Il y a le dictionnaire de Kilian, Cornelius Kilian, qui a écrit un Etymologicum Teutonicae Linguae, et on a trouvé là ce spierschout là. On en a fait en flamand spierschout, mais c'est le même spierschout. Et il dit, tiens, qu'est-ce que c'est que le spierschout? C'est du Wagenskot. Rappelez-vous qu'on a trouvé le Wagenskot en rapport avec notre bois de Danemark. Et l'autre, lorsqu'on regarde dans son Etymologicum, on trouve que Wagenskot, c'est lignum scrignarium, materia scrignaria, c'est-à-dire du bois des menuisiers, ou du bois, materia c'est aussi le bois, donc c'est de là que vient le
portugais Madeira, l'île au bois. Materia scrignaria, donc des menuisiers. Tabula quercia, des planches de chêne, mais c'est tout autre chose, c'est plus du sapin, c'est plus du bois de Danemark, c'est du chêne. Quernea major, du chêne, une forme de chêne majeur. Lignum quernium maius. Et si on regarde l'autre dictionnaire de l'époque, Lambrecht, qui dit que bois schot, c'est hardhout, c'est-à-dire du bois dur, très dur, et on l'appelle, ah ben voilà, bois de la marche. Il venait donc de la marche. Mais c'est quoi cette marche? Hop. Tiens, chez un des naturalistes de l'époque, Aldrovandi, on lit la définition du bois de Danemark. Une des nombreuses variétés du chêne, réputé incorruptible et recherché autrefois en Flandre. C'est important. Pour les ouvrages délicats, donc la couverture du moulin, parce que c'était très délicat. La paroi du vent était doublée toujours, et la paroi de la toiture aussi doublée. Il y avait donc des planches d'abord, et puis encore une couverture au-dessus faite de bardeaux, parce que c'est là que la pluie tombait. Alors, pour les ouvrages délicats, elle se distingue du chêne commun par sa ressemblance avec le cornouiller. Son tissu très dense la rend susceptible d'un beau poli. Sa nuance d'un gris terreux est voisine de celle du noyer. Elle est maillée et veinée transversalement. Alors je suis convaincu que ce bois vient de Spire. Regardez. D'abord, il y a les appellations qu'on a vues. Bois d'Allemagne, Spierseberdre. Ça, c'est à retenir. Ensuite, il y a Molinel, un chroniqueur, qui écrit ceci. Sur la grosse rivière du Rhin était une très belle et grosse forêt, toute de Allemarche. Il l'écrit, toute cette forêt, toute de Allemarche, qui venait bien à point à faire logis, bolwer et bastions. Pour les armées, c'était du bois idéal pour se défendre du bois dur qui supportait la pluie. Et ensuite, encore une preuve, on paye en monnaie allemande. Regardez, à Antoine Valois d'Anvers pour 100,5 Danemark, dont le moulin est rassis, à 16 au bol du Rhin. Le 100 sont 24 au bol de Rhin, valent à 40 gros pour chacun, 40 livres parisis. Vous voyez, on payait même en monnaie allemande du Rhin. Alors là, je suis convaincu que ce n'est pas du sapin, que ça ne venait pas du Danemark, mais que ce bois de Danemark, c'est du bois de Spire, avec sa forêt spéciale de chêne qui s'exportait en Flandre, et que Aldrovandi a décrite. Voilà. Et nous terminons cette... Oui, la deuxième partie, ce sera pour une autre fois. La scripta des ouvriers, et je voudrais simplement... Oui, nous sommes confrontés ici avec une langue tout à fait différente. Les ouvriers ne savaient pas écrire comme il faut. Ils faisaient de leur mieux. Et la plupart de ces documents sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient transcrits par le clerc, honnête, et alors on les classait séparément et on ne les gardait pas toujours. Il y en a quelques-uns qu'on a gardés et je vais vous en montrer quelques-uns. Le premier, c'est ceci. Pour la facilité, je l'ai transcrit lettre par lettre. Item. Pour avoir fait. Mais vous remarquez la manière dont il écrit fait. Oui, on trouve ça aussi maintenant dans les rédactions de nos étudiants. Vous savez, c'est pas ça, mais avoir fait un nuit flamand. Oui, je pourrais vous expliquer ce que mais c'est trop compliqué. C'est aussi quelque chose qui m'a arrêté pendant des mois, lui, flamand, dans les moulins. Ça n'existe plus. Pour recevoir Lio, dessous l'arbre, et Astaquier d'Aciel, pour le couvrir. Pour le couvrir. Il faut de l'imagination, hein, pour le couvrir. Et ensuite, deux fois le même verbe, Gouvrier, pour Gouvrir le dit moulin, il a une journée d'ouvrier, monte, ça monte à, c'est le verbe, monte, 12 sous. Dont le dit Estienne s'en tient bien content et bien béé.
Tiens, celui-là, au lieu d'aller du B au P, il va du P au B. Et ensuite, c'est très beau ça. Tiens-moi mon sien chimie. Témoignage, mon saint, c'est-à-dire le saint manuel, c'est-à-dire, donc, s'il ne savait pas écrire, c'était une clé, mais celui-là savait bien écrire et faire un petit dessin de la façade du moulin. Donc, mon saint, S-A-I-N-G, hein, mon saint chimie, Estienne du Moulin. Eh bien, il s'appelait du Moulin en plus. Ensuite, deuxième exemple, regardez, ici nous sommes très proches déjà du Picard. Nous soupçonnions, chartifions à tous qu'il appartiendra François Moitié, Claude le Grand, Jacques Darleux, tous maîtres charpentiers demeurant encombrés, que de la part de messieurs deux chapettes de l'église collégiale de Saint-Géry encombrés, et Jean Nonclair, Fermé et Monnier de Molin de Frédé. Bah, je lis ce que je vois, hein, mais c'est peut-être pas comme ça qu'il fallait le prononcer, mais enfin, avons fait de ce 14 jours de décembre, fait visite, et praiserie, de Molin avant de Frézé, comme il se comporte présentement tournant et mollant. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus proche du Picard. Hein. Il y a beaucoup plus de picardisme là-dedans. Et le troisième exemple, je n'arrive pas à le lire complètement. C'est pour ça que je n'ai pas mis la traduction en dessous. Ce que je lis, c'est livrant par François Collier au Monnier de Busigny, c'est-à-dire, vous voyez, ça c'est Picard, il n'y a pas de G mouillé. Busigny, comme on dit le soleil, c'est pas le soleil, le soleil, hein, la bouteille. Eh bien, il n'y a pas de L mouillé, il n'y a pas de N mouillé. Busigny, un pot d'huile. Et puis, je ne sais pas ce que c'est, devant, florin, 3 et demi. 30 livres de, regardez le mot, boleux, c'est-à-dire notre bolus. Il a vendu du bolus pour teindre les voiles. Boleux, vous le voyez le mot boleux, hein? Je le lis donc, mais ensuite ça devient presque incompréhensible. À un patard la livre, 30 patards. Ben oui, hein, si on a fait 30 livres, c'est à un patard la livre, ça fait 30 patards, oui. Et puis ça continue. Et ensuite, il y a par en dessous quelque chose de très beau aussi. C'est le reçu, probablement, le reçu de la veuve, qui écrit. C'est en caractère brun, brunâtre, là en bas. Hein? Le premier mot, je ne sais pas ce que c'est, H-I-T-E-N, un sumio. Ça, c'est un cordage, un sumio, 242 patards. Et ensuite, elle signe, je crois, la veuf, c'est la veuve, à mon avis. La veuf, est-ce qu'elle s'appelait Fef? C'est le mot, moi je lis Fef, c'est pas fesse, hein? Fef, probablement. À la rue de France, je crois, Frény, la rue de Frény, à Cambrai, voilà. Elle a signé. Mais vous voyez, c'est quand même beaucoup plus compliqué, ça. Voilà. Je crois que nous sommes à peu près le temps qui m'était imparti. J'avais encore une deuxième partie qui avait été annoncée, mais j'espère bien dans quelques années que vous aurez envie de savoir ce que c'était que cette deuxième partie. Dans la deuxième partie, j'allais vous montrer comment, et je l'avais annoncé aussi dans l'article qui était paru dans la presse, comment, les évolutions techniques influencent la langue, mais à retardement. Mais enfin, disons que nous avons, par exemple, dans les piédestals du moulin, nous avions très souvent le terme des racines, parce que le moulin, autrefois, était enterré. Ce n'est que par après qu'il s'est sorti de terre. J'allais vous montrer tout ça par des textes, mais comme ça, il y a quelque chose qui reste pour la prochaine fois. Je vous remercie de votre attention, et s'il y a des questions...